Un compartiment secret, un registre disparu, et des secrets scellés sous des planches poussiéreuses. Bienvenue à Vérités Obscures, je suis votre hôte, Léon. J'adore avoir des nouvelles de nos auditeurs. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous nous écoutez. Chaque message de votre part ajoute au mystère. Nous sommes tous dans le même bateau, commençons. Tout commença par un tap-tap-tap. Un martèlement rythmique et inoffensif résonna faiblement dans la rue principale de Muchwood-on-Tarn, un village si intemporel qu'on aurait dit qu'il avait été mis en bouteille et bouché en 1893. C'était le son de M. Tobias Crouch, le cordonnier du coin qui s'occupait d'une paire de Richelieu usés. Il était là depuis 40 ans, dans la même petite boutique nichée entre le primeur et la quincaillerie, un bâtiment trapu en pierre jaunâtre, avec une enseigne tordue au-dessus de la porte qui disait « Les chaussures de Crouch réparées, les bottes restaurées, les secrets scellés ». Cette dernière phrase avait été une plaisanterie gravée par le défunt frère de Tobias, qui avait un humour noir et un penchant malsain pour le brandy. Mais ce matin-là, le panneau prit une tournure inquiétante, surtout pour ceux qui s'en souvinrent plus tard. C'était le jour de la fête du printemps au presbytère, et le village bourdonnait de préparatifs. Des tables à tréteaux étaient dressées sur la pelouse, des guirlandes étaient suspendues entre les houes, et dans la salle paroissiale, le gâteau éponge de Madame Blodgett, régulièrement deuxième au concours du village, était observé avec une méfiance discrète par Madame Templeton qui avait gagné l'année précédente avec un trifle dangereusement alcoolisé. Miss Jane Marple arriva à la fête à 11h15 précises. Elle portait une robe lavande foncée, un chapeau cloche souple et un parapluie soigneusement plié, en cas de pluie imprévue ou de rumeur soudaine. « Il y a beaucoup de monde », fit-elle remarquer d'un ton doux à son amie, mademoiselle Hartley, occupée à disposer des glaïeuls dans un vase près du stand de confiture, même si je dois dire que l'ambiance est plutôt tendue. Mademoiselle Hartley, dont le sens de l'humeur était émoussé par des décennies passées à s'occuper de ses roses et de ses 3 chats impérieux, fronça les sourcils. Tendue ? Pas plus que d'habitude. Les habituelles petites jalousies et ambitions de pacotille. Murmura Miss Marple. C'est peut-être juste le temps. Ou le bruit. Le bruit ? Oui, ce martèlement. Le léger cliquetis du métal sur le cuir, persistant et délibéré, résonnait encore malgré les rires des enfants et le son lointain du quatuor de cuivre du village. Miss Marple plissa les yeux. Monsieur Croupton travaille un samedi jour de fête. Cela paraît inhabituel. Cela s'avérerait bien sûr plus qu'inhabituel. À midi, la fête battait son plein. Le révérend Pottle prononça une brève bénédiction sur le panier de la tombola, tandis que sa femme tentait, sans succès, d'empêcher les guêpes de s'en prendre aux pots de confiture. L'ambiance s'améliora quelque peu jusqu'à ce qu'un cri retentisse dans la prairie. C'était la jeune Ellie Dobb, la fille du boucher, qui avait couru au coin de la rue principale pour aller chercher de la limonade à l'épicerie du coin. Elle se tenait tremblante devant la porte du cordonnier, ses tresses ondulant tandis qu'elle pointait du doigt l'intérieur. « Il est par terre, il ne bouge pas !» En quelques minutes, une petite foule s'était rassemblée. Monsieur Tobias Crouch gisait recroquevillé sur les planches de bois de son atelier, une main toujours enroulée autour d'une forme à chaussures, l'autre tendant, bizarrement, vers une planche soulevée derrière l'établi. Le gendarme local, le sergent Corniche, arriva essoufflé et désemparé. « Reculez! Évacuez la zone! Laissez-moi passer tout de suite !» Il s'accroupit près du corps. On dirait une crise cardiaque, peut-être. Le pauvre. Mais pourquoi diable a-t-il saccagé le sol? C'était vrai. Une planche avait été fixée au pied de biche. En dessous, niché parmi des années de poussière et de toiles d'araignée, se trouvait quelque chose enveloppé dans une toile cirée. C'était carré, comme une boîte à biscuits. Et verrouillée, Miss Marple était arrivée silencieusement, comme une brume sur un étang, inaperçue de la plupart. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur, puis se retourna et guida discrètement
Elle y dobe loin de la porte. Tu n'as plus besoin d'en voir davantage, ma chérie. Mais pourquoi aurait-il soulevé le sol? Tu crois qu'il savait qu'il y avait quelque chose là? Je pense, dit doucement Miss Marple, qu'il s'est souvenu de quelque chose. À l'heure du thé, la fête fut annulée, les tailles de pots de confiture furent à couvert, et les banderoles pendèrent mollement dans le vent léger. La nouvelle de la mort de M. Crouch se répandit plus vite que les ronces à travers le village. C'était un homme solitaire, déclara Madame Templeton ce soir-là à la réunion de la Société de secours des dames. Il marmonnait tout le temps, un peu accumulateur, je trouvais. Il ne s'est jamais remarié, ajouta Madame Blodgett en sirotant son thé. Sa fiancée est morte dans cet accident de bateau, n'est-ce pas? En 1934. Oui, c'est horrible. Certains disaient qu'elle avait la frousse. D'autres disent que Tobias l'a poussée. Tu sais comment on parlait à l'époque. Miss Marple était assise, tranquillement dans un coin, son tricot sur ses genoux, les yeux lointains. « Cher Tobias. » Car, dit-elle enfin, il m'a dit un jour que les cordonniers connaissaient la vérité sur les gens. On ne peut pas vivre sans laisser sa silhouette derrière soi, disait-il. Quel homme étrange, renifla Madame Hartley. L'étrangeté peut être une forme de clarté, répondit Miss Marple. Les excentriques remarquent souvent ce que les conventionnels ne voient pas. Plus tard dans la nuit, alors que les lumières du village s'éteignaient et que la boîte enveloppée de toile cirée restait fermée, sur le bureau du gendarme, Miss Marple s'assit près de son feu, remuant son thé d'un mouvement lent et pensif. Un homme meurt la main tendue sous son propre plancher, murmura-t-elle à voix haute. Quel secret attendrait 30 ans pour refaire surface? Et pourquoi un jour de fête? Elle posa sa tasse et se remit à tricoter, ses aiguilles claquant faiblement dans le silence chaleureux de son salon. Dehors, le vent s'élevait, et l'enseigne au-dessus de la boutique du cordonnier grinçait doucement dans l'obscurité, comme si même dans la mort, Tobias Crouch avait encore une dernière énigme à résoudre. Le lendemain matin, la paisible routine de Muchwood-on-Tarn avait sensiblement changé. La charrette à lait continuait de dévaler Parsons Lane, le courrier glissait toujours dans les boîtes aux lettres, avec un bruit sourd, et les premières cloches du dimanche résonnaient comme d'habitude à Saint Mildred, mais avec une chorégraphie incertaine, comme si le village retenait son souffle. La mort du cordonnier, bien que déclarée officiellement comme une mort naturelle et malheureuse, avait trouvé un écho étrange. Ce n'était pas seulement le moment, un jour de fête en plein soleil et dans les rires. Ce n'était pas non plus la position particulière du corps de M. Croupton. C'était plutôt l'implication de cette planche soulevée et de la boîte métallique posée en dessous. Une énigme dissimulée sous des décennies de planches clouées. Et maintenant, après la fin brutale de la fête, cette énigme s'accrochait comme un brouillard aux pensées collectives du village. Au Red Fern Tea Rooms, la foule habituelle avait pris ses places matinales, bien que leur voix, plutôt que de tourner autour des pénuries de confiture ou des derniers exploits du chien de Madame Underhay, se soit tournée vers la spéculation avec l'urgence zélée que seuls les petits villages anglais peuvent atteindre. « Eh bien, je ne lui ai jamais fait confiance », a déclaré M. Percival Blackwood, un contrôleur ferroviaire à la retraite aux opinions bien arrêtées sur les chaussures, le socialisme et le gâteau éponge. Il ne souriait jamais, ne venait jamais à l'église. Les hommes comme lui ont toujours quelque chose à cacher. Madame Templeton, assise en face de lui, sans gants et sans toucher à sa tarte au citron, secoua la tête. Il souffrait d'arthrite. C'est pour ça qu'il ne souriait pas. Et on m'a dit qu'il lisait les psaumes tous les jours. Silence ne signifie pas culpabilité, monsieur Blackwood. C'est sa boîte, mais c'est bien ça, non? Murmura la bouchère en se penchant d'un air confidentiel. Cette boîte qu'ils ont trouvée sous le plancher, bien fermée à clé, a dit l'agent. C'est exact, acquiesça mademoiselle Hartley en versant le lait d'une main ferme. Cornish a essayé de l'ouvrir hier soir, paraît-il. Impossible. Ils l'ont apporté à Downbury pour examen. C'est peut-être une sorte de testament, ou pire, des documents, ou un trésor, dit M. Blackwood d'un ton dramatique.
Miss Marple, qui venait d'arriver avec son exemplaire de Le Times, sourit faiblement et prit sa place habituelle près de la fenêtre. Elle n'était pas venue se joindre au commérage, même si elle écoutait aussi attentivement que les autres. À ses yeux, les bavardages du village étaient comme une broderie, emmêlées, colorées et pleines de fils lâches qui laissaient deviner le motif complet si l'on savait où tirer. Une serveuse nommée Ruth lui apporta son thé en murmurant « C'est horrible, n'est-ce pas, Miss Marple ? Pauvre Monsieur Croupton. »« Oui, » répondit doucement Miss Marple, « c'était une âme tranquille, mais je me demande quoi, madame ? Pourquoi a-t-il attendu si longtemps pour le déterrer ?» Ruth cligna des yeux, mais, avant qu'elle ne puisse répondre, Miss Marple lui fit un léger signe de tête en guise de remerciement et tourna son attention vers la vapeur qui s'élevait de sa tasse. De l'autre côté de la place du village, l'agent Cornish se tenait à l'ombre du monument aux morts, discutant à voix basse avec le docteur Farrow, le médecin généraliste local. La boîte avait été livrée à Downbury pour examen sous surveillance, et le plancher avait été photographié et préservé. Pourtant, les circonstances de la mort de Crouch restaient officiellement naturelles mais inhabituelles. Crise cardiaque, confirma le docteur Farrow en ajustant ses lunettes à monture métallique. Propre, aucun signe d'acte criminel. Mais, eh bien, hésita Farrow. Il y a le stress. Son cœur était faible. C'était connu. Mais quelque chose a déclenché l'épisode. Il cherchait quelque chose quand c'est arrivé. Cornish expira entre ses dents. Et ce quelque chose était probablement dans cette boîte. Je parie que oui. Quoi qu'il y ait eu là-bas, on ne l'a pas oublié, on s'en souvenait, on le craignait peut-être. Cornish leva les yeux vers la vitrine vide de la cordonnerie. Que pensez-vous que c'était, docteur? Des secrets? De l'or? Une confession? Farrow haussa les épaules, évasif. Dans un village comme celui-ci, probablement les trois. Pendant ce temps, le presbytère organisait une autopsie d'un autre genre. Le révérend Pottle et sa femme étaient assis avec Miss Marple dans leur salon, l'air chargé du parfum des tulipes légèrement trop mûres. « C'est vraiment dommage, » soupira le vicaire. La fête devait servir à récolter des fonds pour le toit de l'école. Maintenant, on ne parle plus que du pauvre Monsieur Croupton. Et la boîte verrouillée, ajouta Madame Pottle. Beaucoup de gens sont terriblement curieux. Même si j'ose dire que ce ne sont que de vieux outils ou des lettres, Tobias ne m'a jamais semblé être du genre aventureux. « Oh, mais les apparences, » se murmura Miss Marple, « sont plutôt trompeuses, n'est-ce pas ?» Les Pottles échangèrent un regard. « Il semblait perturbé ces derniers temps, » admit Madame Pottle. « Il est passé la semaine dernière. Il a dit qu'il avait besoin de parler à mon mari, mais il a changé d'avis en plein milieu du portail. »« A-t-il dit de quoi il s'agissait » demanda Miss Marple. « Non, juste qu'il s'était souvenu de quelque chose de l'été 34. Il semblait presque hanté. Puis il est parti dans un état lamentable. » Miss Marple se rassit légèrement, son tricot reposant sur ses genoux. « L'été 34. C'est sans doute l'année où sa fiancée s'est noyée. »« Trop d'affaires, » dit le révérend Pottle. « Le niveau de la rivière était élevé cette saison-là. Un accident de bateau, disait-il. Mais vous savez comme les gens chuchotent. »« Oui, » dit Miss Marple. « Et parfois ce qu'on murmure est plus vrai que ce qu'on déclare. » Cet après-midi-là, une curieuse conversation eut lieu devant l'épicerie entre deux villageois moins connus. Le jeune Matthew Crouch, petit-neveu de Tobias, et son ami Isaac, le livreur du coin. Matthew, fraîchement arrivé de Londres et récemment revenu à Muchwood pour régler les affaires de l'oncle Toby, était mince, aux joues anguleuses et, de loin, plus sûr de lui que la moyenne des Muchwoodiens. « Je suppose que j'hérite de la boutique, » disait-il en mâchant une racine de réglisse appuyée contre le lampadaire, « à condition qu'il y ait un testament. »« Tu as vécu avec lui autrefois, n'est-ce pas ?» demanda Isaac. « Il y a des années ?» Brièvement. « Les vacances d'été. Il ne parlait jamais beaucoup, jamais d'elle non plus. Son ? Lydia Vale, la fiancée.
Ma mère disait que cette noyade était plus grave que ce que les journaux laissaient entendre. Mais maman a toujours eu un penchant pour les drames. Isaac parut pensif. C'est drôle quand même. Monsieur Croupton n'est plus jamais allé près de la rivière après ça. Pas une seule fois, à ma connaissance. Matthew ne répondit pas immédiatement. Puis avec un sourire narquois, il murmura « Eh bien, je suppose que les morts n'aiment pas être dérangés. » C'était un commentaire désinvolte, mais qui, avec le temps, resterait dans les mémoires comme inquiétant. Ce soir-là, Miss Marple fit une lente promenade dans le village, s'arrêtant brièvement devant les fenêtres closes de la cordonnerie. Elle examina le seuil usé, le rebord éraflé, la faible odeur de cuir qui persistait dans les fissures du bois. Elle fit le tour de l'allée et se retrouva devant la porte de derrière, là où Tobias avait l'habitude de prendre ses livraisons. Un loquet en métal, une charnière usée. Puis elle remarqua quelque chose d'étrange. Une tache de terre le long du mur de briques, comme si quelqu'un s'y était agenouillé récemment. Ses yeux se plissèrent et elle se pencha, non pas pour toucher, mais simplement pour observer. Une forme floue, une empreinte, non pas celle d'une chaussure mais celle d'un genou, et quelque chose d'autre à proximité. L'empreinte d'un objet rond. Une boîte métallique, elle se redressa, les mains légèrement jointes. Quelqu'un était là avant. « La police », murmura-t-elle. Elle se retourna et retourna lentement à sa chaumière, tandis que le crépuscule s'installait sur le village. Derrière elle, le ciel prenait une teinte ambrée sur Muchwood, projetant de longues ombres entre les haies et les chaumières. Il y avait un secret sous le parquet du cordonnier, certes, mais il y avait d'autres secrets qui circulaient debout, murmurés dans les salons de thé, enfoncer les genoux dans la poussière et se remémorer l'été 1934 avec des cœurs tremblants. Les yeux de Miss Marple gardaient leur chaleur habituelle. Mais en eux s'éveillait un soupçon discret. Lundi matin, Muchwood-on-Tarn était entré dans une curieuse phase. Une apparente normalité cachait un malaise latent. La cloche de Saint Mildred sonna à son heure habituelle. Les enfants du village retournèrent à l'école, leur boîte à lunch et leurs ardoises à la main, et Madame Griggs aérait son linge comme si un décès ne s'était pas produit à quelques mètres de sa mercerie. Pourtant, dans toutes les conversations, qu'il s'agisse de saucisses ou de catalogues de semences, le même nom revenait, Tobias Crouch. La police locale avait temporairement scellé la cordonnerie. Une note soignée, apposée sur la porte et rédigée de la main du sergent Cornish disait « Temporairement fermée, affaire policière, veuillez respecter ». C'était une formalité plus qu'un moyen de dissuasion. Les villageois ralentissaient en passant, espérant apercevoir l'intérieur. Une empreinte de pas, peut-être, ou un policier surgissant l'air sombre. Mais rien de tel ne se produisit. Dans son modeste bureau au-dessus du bureau de poste, Cornish se massait les tempes. La boîte métallique retrouvée sous le plancher était revenue de Downbury, non ouverte, mais radiographiée. « C'est une pile de papier », murmura-t-il en fixant l'image en noir et blanc sur son bureau. « Reliée avec une ficelle, peut-être cassant. Ça pourrait être de vieux reçus, des dossiers ou des lettres. Rien de criminel à première vue. » L'inspecteur Phelps de Downbury avait été clair. Jusqu'à ce que la famille donne son autorisation ou qu'un mandat soit obtenu, l'ouverture du coffre constituerait une violation de la loi. Et le neveu, Matthew Crouch, se battait déjà pour obtenir la possession du domaine. Une mort, une boîte mystère, et un héritier aux pommettes saillantes et aux intentions encore plus saillantes, grommela Cornish. « J'ai besoin d'une bonne tasse de thé. » Il s'était à peine retourné pour aller chercher la bouilloire, lorsqu'un léger coup retentit à la porte. Miss Marple, vêtue d'un cardigan bleu pâle et portant un sac en ficelle modestement rempli, entra avec son calme habituel. « Bonjour, sergent. Je pensais vous apporter un petit quelque chose. Du presbytère, en fait. Le gâteau aux graines de Madame Pottle. Je crois comprendre que vous avez été très impressionné. » Cornish cligna des yeux. « Oh, Miss Marple, c'est très gentil, merci.
Oui, ça a été un vrai tourbillon. Elle posa le gâteau sur son bureau, s'assit et joignit les mains sereinement. Je me demande, sergent, si je peux vous demander quelque chose de délicat. Il se pencha en avant, méfiant mais intrigué. Vas-y. Ce coffre-fort que monsieur Crouch a découvert, était-il enterré ou simplement caché sous le sol? Cornish marqua une pause. Eh bien, il n'était pas enterré, si c'est ce que tu veux dire, juste sous la planche, niché entre les solives. Le plancher était cloué. Dessus, probablement il y a des décennies. Tu penses que c'est significatif? Miss Marple hocha la tête, presque imperceptiblement. Très bien. Si on l'avait enterré ou obscurci, on aurait pu croire qu'il avait été oublié. Mais c'est les dents. Comme si... caché, pas perdu. Cornish fronça les sourcils. Alors tu penses qu'il savait qu'il était là? Je crois, dit Miss Marple à voix basse, qu'il l'a mis là lui-même. Le sergent se gratta la tête. Mais alors, pourquoi essayer de le récupérer maintenant? Miss Marple jeta un coup d'œil vers la fenêtre, où 2 moineaux picoraient des miettes sur le rebord. La mémoire est une chose curieuse, sergent. Elle attend parfois des décennies. Et puis, un son, une odeur, un visage. Et soudain, on se souvient de ce qui aurait dû être enfoui depuis longtemps. De retour dans la rue principale, Miss Marple se rendit ensuite chez le marchand de légumes dont on parlait tant, où Ivy Baxter officiait avec un intérêt sournois et une balance perpétuellement déséquilibrée. Ivy n'était pas seulement la pourvoyeuse de poires abîmées et de fraises trop mûres. Elle était surtout le baromètre officieux des secrets du village. « Mademoiselle Marple, » dit Ivy d'un ton enjoué, « vous êtes venue chercher vos groseilles, j'espère? En effet, et quelques carottes s'ils sont gentils. » Alors qu'elle rassemblait ses affaires, Miss Marple demanda nonchalamment, « Avez-vous vu Monsieur Crouch le matin de la fête ?» Les doigts d'Ivy s'immobilisèrent un bref instant. « Bon, laisse-moi réfléchir. Il est passé jeudi pour un sac de pommes de terre. Mais samedi? Non. Oh, attends. Si. Oui, il est venu pour des oignons. Étrange, vraiment. Il ne cuisinait pas beaucoup. Et comment était-il? Anxieux. Agité. Il scrutait la rue sans arrêt. Quand j'ai dit, en plaisantant, qu'il se déguiserait pour la fête, il m'a lancé un regard étrange. Il a dit « Certaines choses ne devraient pas être célébrées ». Ça m'a donné des frissons, ça. Miss Marple accepta le sac de fruits et légumes avec un sourire gracieux. « Merci, Madame Baxter. Vous êtes toujours si serviable. » En sortant, elle croisa Ruth, la serveuse du salon de thé, qui parlait à voix basse au jeune livreur Isaac. Ils cessèrent brusquement de parler à l'approche de Miss Marple, même si elle fit semblant de ne pas le remarquer. Elle avait appris depuis longtemps que les gens en disent souvent plus par le silence que par la parole. Plus tard dans la journée, dans son salon de Churchview Road, Miss Marple était assise à revoir ses notes mentales. Elle avait déjà vu ce schéma, un vieux traumatisme longtemps ignoré qui refait surface soudainement. Les éléments étaient flous, mais son instinct lui murmurait de la culpabilité, ou peut-être de la peur. Tobias Crouch avait été un homme discret, certes, mais les gens discrets pouvaient porter des fardeaux plus lourds que les vantardises d'un homme bruyant. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. C'était Matthew Crouch. « Mademoiselle. »« Marple, » dit-il doucement, chapeau à la main, « je crois que nous nous sommes rencontrés quand j'étais enfant. Je sors du cabinet du notaire. J'ai cru comprendre que vous connaissiez bien mon oncle. Je le connaissais, oui, discret, exigeant, fier, un homme de routine. Entrez. » Il entra et jeta un rapide coup d'œil autour de lui. « On m'a demandé de cataloguer la boutique. Ils ont dit que vous sauriez peut-être s'il avait un registre ou un testament caché. » Miss Marple lui offrit un sourire poli. Tobias gardait les choses secrètes, mais je crois qu'il ne confiait à personne les questions d'héritage. Les yeux de Matthew se plissèrent légèrement. « Eh bien, j'ai l'intention de m'assurer que ces affaires soient réglées rapidement. Vous n'imaginez pas le nombre de villageois qui m'ont demandé s'ils étaient mentionnés dans ces documents. »« Sans aucun doute, » dit-elle doucement. « On aime imaginer un bienfaiteur là où le mystère plane.
Il ricana, mais son rire était creux. « Si vous entendez quoi que ce soit qui pourrait m'aider à conclure, faites-le-moi savoir. »« Bien sûr, » dit-elle, doucement. « Mais attention à ce que vous voulez découvrir, monsieur Croupton. Il vaut mieux laisser certaines choses là où elles ont été clouées. » Ce soir-là, Miss Marple fit une dernière promenade jusqu'au presbytère. Madame Pottle l'accueillit et toutes deux partagèrent un thé tranquillement, tandis que la lumière extérieure se fondait dans le rose et le bronze. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, » murmura Madame Pottle, à propos des apparences. « Trompeuse, il y a quelque chose d'étrange que je n'ai jamais dit à la police. Allez-y, » incita doucement Miss Marple. La semaine précédant la fête, quelqu'un a essayé de forcer la fenêtre de la sacristie. Rien de volé, juste des dégâts. On a pensé que c'était peut-être des enfants. Mais maintenant, je me demande... La cuillère de Miss Marple tinta doucement dans sa tasse. La sacristie, elle donne sur le cimetière, n'est-ce pas? Oui, et les anciens registres paroissiaux sont conservés dans l'armoire. En effet, dit Miss Marple, et peut-être que quelqu'un pensait que le passé était mieux gardé. Sous verre. Elle se leva lentement en filant ses gants. Merci, ma chère. Tu m'as été d'une grande aide. Vas-tu aller voir la police? Avec le temps. Mais d'abord, je dois rendre visite à quelqu'un qui se souvient de cet été 1934. Quelqu'un qui a vu ce que nous avons tous oublié. Elle sortit dans la lumière déclinante, l'air frais et parfumé d'aubépine. Les ombres s'étendaient sur la place du village, et la boutique du cordonnier, fermée, se dressait au bout de la rue principale, silencieuse et fermée, telle une bouche prête à parler. Mardi, l'aube était sombre et humide, une brume grise recouvrant les toits de Muchwood-on-Tarn tel un linceul. Le village, malgré son bourdonnement habituel, était habité par une certaine scrutation. Les gens parlèrent désormais par des regards, des pauses avant les noms et des silences plus suggestifs que des mots. Au cœur de la tension grandissante se dressait la boutique de Tobias Crouch, toujours fermée, toujours scellée, ses vitrines, reflétant la rue principale comme un regard vide. Le cordonnier lui-même gisait enterré, les funérailles étant déjà prévues pour jeudi. Et si la mort clôturait souvent des chapitres, celle-ci avait ouvert bien plus qu'elle n'en avait résolu. L'agent Cornish, sérieux mais visiblement dépassé par les événements, avait lancé une enquête plus formelle, ou aussi formelle, que cela pouvait l'être dans un village où l'agent connaissait la date de naissance et la pointure de chaque habitant. Il avait rendu visite à Miss Marple la veille au soir, apportant une liste de personnes ayant côtoyé M. Crouch au cours des 2 dernières semaines de sa vie. « Je ne dis pas qu'il s'agit d'un acte criminel », avait-il dit en mâchonnant le bout de son crayon, « mais l'étrangeté persiste, et le village est agité. »« L'étrangeté, » avait répondu doucement Miss Marple, « est souvent le signe que quelqu'un ne dit pas la vérité, même si ce n'est qu'à lui-même. » Cornish l'avait fixé un instant avant de soupirer. « Il y a un type qui ne me convient pas. Il s'appelle Owen Marsh. » Miss Marple connaissait ce nom, bien sûr. Tout le monde à Muchwood le connaissait. Owen Marsh était le dernier arrivé du village, un auteur de romans policiers médiocres et d'une grande affectation qui avait élu domicile dans les Apted, écurie reconvertie derrière l'ancien presbytère. Il aimait les cravates, le jean de jardin et les longues promenades sinueuses au cours desquelles il semblait parfois se raconter à voix haute. Ce qui a fait sourciller, ce n'était pas son écriture, mais son comportement singulier même selon les critères littéraires. On l'avait vu à plusieurs reprises s'attarder près de la cordonnerie. Plus curieusement, il s'était récemment intéressé aux archives du cimetière, demandant l'accès aux registres funéraires et aux anciens documents, avec ce qu'il décrivait comme « la curiosité d'un romancier pour la vérité ». Miss Marple a décidé qu'une visite s'imposait. Elle a trouvé M. Marsh dans son jardin, penché sur une machine à écrire usée par les intempéries, posée de manière précaire sur une table en fer forgé. « Mademoiselle Marple !» s'écria-t-il, en se levant d'un bond avec un enthousiasme théâtral, un plaisir inattendu. « Vous venez me gronder pour mon interprétation des vicaires dans les romans? »« Tant pas du tout, monsieur March.
J'ai simplement pensé que ce serait une bonne idée de vous rendre visite. Ces récents événements nous mettent tous sur les nerfs. En effet, dit-il en essuyant ses doigts avec un mouchoir en lin. Matchwood est plus intrigant que je ne le pensais. Ce cordonnier, un homme comme un tiroir fermé à clé. Dites donc, croyez-vous qu'il ait laissé derrière lui un scandale? Miss Marple sourit poliment. Les écrivains voient souvent du scandale là où d'autres voient du chagrin. Il rit doucement. Touché, j'ai une théorie, tu sais. Dis-le-moi. Eh bien, dit-il en s'installant dans un fauteuil en osier, imaginez que M. Crouch ait caché quelque chose pendant des décennies. Une histoire d'amour, un enfant, peut-être même un crime, un fait de guerre, ou d'avant. Et maintenant, ça revient le hanter. Peut-être que quelqu'un savait. Quelqu'un ne voulait pas que la vérité soit révélée. Dit Miss Marple, l'air indéchiffrable. Et qui peut bien être cette personne? Monsieur March hésita. Eh bien, le neveu, Matthew. Il est un peu trop impatient à mon goût. Il rôde autour de la boutique comme un chacal. Et il y a ce livreur, Isaac. On l'a vu près de la ruelle du cordonnier la veille de la fête. Il flânait. Tu flânes? Demanda-t-elle doucement. C'est ce que j'ai entendu. Miss Marple resta assise en silence un moment, puis elle se leva. Merci, monsieur March, vous m'avez donné matière à réflexion. Alors qu'elle se retournait pour partir, il lui cria. N'hésitez pas à me prévenir si vous découvrez quelque chose, Miss Marple. Le vrai mystère est tellement mieux que la fiction. Elle sourit sans se retourner. C'est toujours le cas. De retour au village, les soupçons avaient commencé à se cristalliser autour de deux noms. Matthew Crouch et Isaac Densley. Matthew, avec ses manières brusques et son intérêt pressant pour la succession, n'avait guère cherché à dissimuler son impatience. Il avait pris un logement temporaire au Lamb and Thistle, et on le voyait souvent faire les 100 pas devant le cabinet du notaire, ou parler sèchement dans un téléphone emprunté. Mademoiselle Hartley, toujours attentive, l'avait remarqué parler à quelqu'un tard le soir derrière le pub, à voix basse et avec des gestes furtifs. L'identité de la deuxième personne restait incertaine, mais la nouvelle se répandit rapidement. Mathieu cache quelque chose. Isaac, quant à lui, s'était replié sur lui-même. Autrefois joyeux et au sourire espiègle, il gardait désormais la tête basse et ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Ruth, la serveuse du salon de thé, avait remarqué ce changement. « Il n'a presque pas dit 2 mots de la semaine, » dit-elle à Miss Marple en baissant la voix, « et il n'est pas en pleine forme depuis la fête. Je crois qu'il a vu quelque chose. Il vous l'a dit ?» demanda Miss Marple, mettant son tricot de côté. « Pas directement. Mais il m'a demandé si je pensais que les gens pouvaient avoir des ennuis à cause d'un accident. Je lui ai demandé de quel genre d'accident il s'agissait. Il a répondu « Le genre d'accident auquel tu ne pensais pas mais qui change tout. » Puis il est devenu rouge et a trouvé une excuse pour partir. Les doigts de Miss Marple s'entrecroisèrent. « Merci, Ruth. S'il reprend la parole, écoute-le attentivement. » Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple rendit une visite discrète au révérend Pottle. « Vous avez mentionné que M. Crouch était venu vous voir une semaine avant sa mort. Je me demande s'il a parlé d'autres personnes. » Le vicaire fronça les sourcils. Il a bien mentionné un nom. Il a dit que quelqu'un était revenu, que le passé ne dormait plus, mais il n'a pas expliqué. « A-t-il dit donc pas assez ?» Le vicaire secoua la tête. « Seulement qu'il se détacherait du plancher. » Cette métaphore, remarqua silencieusement Miss Marple, était tout à fait littérale dans ce cas. Elle se leva. « Merci, révérend. Puis-je consulter à nouveau les registres paroissiaux, ceux de 1934 ?»« Bien sûr, » dit-il perplexe. « Mais qu'espères-tu trouver ?»« Une empreinte, » répondit-elle doucement. « Pas dans le sol, mais dans la mémoire. » Au crépuscule, elle se rendit seule à la sacristie de l'église. Les archives, préservées et fragiles, étaient rangées dans des chemises poussiéreuses. De ses mains gantées, elle tourna les pages. Banns. Mariage, funérailles, elle l'a trouvé. L'avis de décès de Lydia Vale, daté de juin 1934, et une
Ligne, écrite faiblement sous l'entrée officielle de la main du prédécesseur du révérend Pottle, retrouvé noyé sous le pont de Lockmere. Aucun témoin, aucune enquête demandée par la famille. Déclaration de T. Crouch, Miss Marple. Se renversa en arrière. Une déclaration de témoin, mais pas d'enquête. Elle a fermé le grand livre. Quelqu'un avait enterré plus que des souvenirs sous le sol de cet atelier, et quelque part entre l'empressement de Matthew, la peur d'Isaac et les théories commodes de M. Marsh, la vérité attendait, accroupie, à l'écoute prête à faire surface. Le lendemain matin, une légère bruine tomba sur Muchwood-on-Tarn, illuminant les rues d'un éclat scintillant et obligeant la plupart des villageois à rester chez eux, à manger leurs tartines et leur marmalade. Mais Miss Marple, qui ne se laissait jamais décourager par le temps humide ou les questions sans réponse, était déjà réveillée et habillée, son parapluie soigneusement glissé sous le bras, tandis qu'elle se dirigeait vers la cordonnerie. La police avait temporairement levé les scellés pour permettre à Matthew Crouch de commencer l'inventaire des biens de son grand-oncle. Cornish, avec une certaine réticence, avait accepté que Miss Marple accompagne le jeune homme, pour assurer une présence rassurante, comme elle l'avait dit, et pour s'assurer que rien de valeur sentimentale ne soit négligé. À l'intérieur de la boutique, l'air était chargé de poussière et imprégné d'une légère odeur de vieux cuir. Des rangées de chaussures bordaient le mur du fond, nombre d'entre elles à moitié finies ou portant les marques d'une réparation récente. Les outils de Tobias Crouch, formes en bois, poinçons et bandes de cuir à friser, étaient restés tels qu'il les avait laissés. Matthew se tenait près de l'établi, les bras croisés. « Je n'aurais jamais cru revoir cet endroit », dit-il pas vraiment sentimental. « Ça sentait toujours le cirage et les vieux secrets. Les magasins ont la mémoire longue, » répondit Miss Marple en effleurant le bord du comptoir d'une main gantée. « Les gens pensent que les murs ne parlent pas, mais j'ose dire qu'ils écoutent mieux que la plupart. » Matthew lui lança un regard perplexe, puis se tourna pour ouvrir un placard près de la cheminée. Tandis qu'il fouillait, Miss Marple laissa son regard vagabonder. Son regard se posa sur la planche soulevée, temporairement recouverte d'une feuille de papier kraft, puis sur un pot à clous posé non loin. Quelque chose dans le pot la fit s'arrêter. Elle s'approcha et le ramassa. C'était un vieux bocal en verre, dont l'étiquette était depuis longtemps effacée. À l'intérieur se trouvait une poignée de gros clous en fer, mais aussi quelque chose d'inattendu, un fin fil de cuivre enroulé autour de l'un d'eux. « Curieux, » murmura-t-elle. Matthew jeta un coup d'œil. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle le lui montra. Un bout de fil de fer, presque comme celui qu'on utilise pour les collets, ou pour attacher discrètement quelque chose. Je me demande pourquoi M. Croupton le mêlerait à ses ongles. Matthew haussa les épaules. Il était particulier. Peut-être que ça lui parlait. Peut-être, répondit Miss Marple pensivement en posant le bocal. Mais les particularités sont souvent plus importantes qu'elles n'y paraissent. Tandis qu'elle poursuivait son inspection silencieuse, elle remarqua autre chose. Sous l'établi à moitié caché par une pile de boîtes à chaussures usées, se trouvait une sacoche en cuir craquelé. Elle était couverte de poussière, mais contrairement aux objets environnants, elle avait visiblement été déplacée récemment. La poussière était maculée, le coin éraflé. Elle s'agenouilla et le retira doucement. À l'intérieur, elle trouva un assortiment de briques et de brocs, une vieille paire de lunettes, une photographie décolorée d'une jeune femme, vraisemblablement Lydia Vale, et une petite enveloppe jaunie étiquetée en caractères fins et anguleux, à ouvrir uniquement si nécessaire. Miss Marple hésita. Cela tombait sûrement sous le coup de la nécessité. Elle fit glisser la lettre avec précaution. On pouvait y lire « Si vous avez trouvé ceci, alors je suis probablement parti. Ce que j'ai enterré, je l'ai enterré, pour taire le passé. Mais le passé est plus bruyant que je ne le pensais. En juin 1934, Lydia n'est pas tombée. Elle a sauté, mais pas par peur, par détermination.
Elle avait découvert quelque chose dans les archives paroissiales, quelque chose sur son propre père, et elle ne pouvait affronter la honte. J'ai essayé de l'en empêcher. J'ai échoué. Miss Marple plia lentement la lettre, son expression indéchiffrable. Ce n'était pas un aveu de meurtre, mais un aveu de silence, et le silence, selon sa longue expérience, était souvent le crime le plus grave. Elle regarda Matthew qui examinait un grand livre de l'autre côté de la pièce. « Je me demande, monsieur Crouch, dit-elle doucement, ce que votre oncle voulait dire par quelque chose dans les archives paroissiales. » Matthew leva les yeux. « Aucune idée. Je connaissais à peine cet homme. Ma mère disait qu'il était hanté, mais elle n'a jamais précisé par quoi. Je crois que nous nous en rapprochons, dit doucement Miss Marple, et je crois que cela l'effrayait, même maintenant, après toutes ces années. » Plus tard dans la journée, Miss Marple retourna à la sacristie. Le révérend Pottle la salua avec son air habituel de bienveillance érudite. « De retour, Miss Marple ?»« Oui, dit-elle. Je me demande si je pourrais consulter les registres de correspondance paroissiale de 1934, pas les registres publics, les lettres et les notes que votre prédécesseur aurait pu conserver séparément. » Le vicaire parut surpris. « C'est une demande assez précise. C'est une année assez particulière, » répondit-elle, et il n'insista pas davantage. Après quelques recherches, ils trouvèrent un coffre-fort poussiéreux dans le placard de la sacristie. À l'intérieur se trouvaient des papiers pliés, des carnets de reçus et des lettres, la plupart banales. Mais l'un d'eux s'est démarqué. C'était une note, non signée mais marquée seulement d'une date, 14 juin 1934. « Recteur, je crains que le secret ne soit révélé. Elle a posé des questions sur les archives de 1913. Si elle relit les noms, cela la détruira. Je vous en prie, retirez la page. » « Scellez-la. Laissez les morts reposer en paix. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent. L'écriture lui était inconnue, mais l'intention était évidente. Une dissimulation, probablement impliquant la famille de Lydia Vale, et peut-être un scandale suffisamment important pour pousser une jeune femme à la rivière. Elle se tourna vers le vicaire. « Auriez-vous par hasard les actes de naissance de 1913 ?»« Je crois que oui, » dit-il en la conduisant vers un autre tiroir. Elle a feuilleté les pages fragiles, jusqu'à ce qu'elle le trouve. Un nom avait visiblement été supprimé. Les lignes de coupe de la page étaient distinctes, même à travers le papier épais. Les numéros d'entrée avaient disparu. Quelqu'un avait physiquement excisé un disque, mais pas parfaitement. Car caché derrière la page se trouvait une note marginale décolorée, encore lisible, « G. Vale, illégitime. Voir témoignage. Madame Marlowe. » Les doigts de Miss Marple s'enroulèrent autour du bord du tiroir, Madame Marlowe. Un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis des années, une sage-femme décédée depuis longtemps, mais qui avait assisté à la naissance de Lydia Vale. Elle quitta l'église en silence, son esprit se transformant en un réseau de fils se resserrant lentement vers l'intérieur. Si Lydia avait appris la vérité, qu'elle était née hors mariage, et si cette vérité lui avait été cachée toute sa vie, cela pourrait bien expliquer sa fuite vers le fleuve, mais cela n'expliquait pas encore pourquoi, après tout. Ce temps, Tobias Crouch avait tenté de récupérer la boîte. Qu'avait-il changé? Elle pensait au fil de cuivre torsadé, à la poussière déplacée, à l'empreinte près de la ruelle. Quelqu'un était passé par là, avant Toby. Quelqu'un avait craint ce qui pourrait être redécouvert, et cette personne ne s'est pas contentée de laisser le passé derrière elle. Ce soir-là, tandis que la pluie frappait doucement contre la fenêtre de son salon, Miss Marple était assise près du feu, son tricot mis de côté, une tasse de thé léger à la main. Elle a passé en revue les faits en silence. Tobias avait scellé une confession, non pas de culpabilité, mais de connaissance. La mort de Lydia était plus complexe qu'un simple suicide. Quelqu'un a récemment tenté d'accéder aux archives, comme en témoigne le cambriolage de la sacristie. Et quelqu'un était venu chez le cordonnier avant la fête. Le passé, semblait-il, n'avait pas simplement remué.
Il avait été provoqué. Elle leva les yeux lorsqu'on frappa à la porte. C'était Ruth. « Désolé d'arriver en retard, » dit la fille, essoufflée. « Mais Isaac, il m'a laissé un mot. Il disait qu'il avait besoin de parler, qu'il n'en pouvait plus. » Les yeux de Miss Marple s'aiguisèrent. « Où est-il ? » Il m'a dit de le retrouver près du vieux moulin, près du sentier de la rivière, au crépuscule. Miss Marple se leva aussitôt. Alors il ne faut pas le faire attendre. Dehors, la dernière lumière déclinait, et sous le murmure des arbres, des vérités longtemps cachées se préparaient enfin à refaire surface. Un crépuscule pâle était tombé lorsque Miss Marple et Ruth arrivèrent au vieux moulin. Le sentier longeant la rivière Tarn, habituellement tranquille et ombragé, semblait désormais étrangement silencieux. Le silence de la nature n'étant interrompu que par le bruissement occasionnel des feuilles ou le ululement lointain d'une chouette. Le moulin lui-même était à moitié en ruine, sa roue autrefois fière, endormie depuis longtemps, enveloppée de lierre et de souvenirs. Ruth ouvrit la marche avec hésitation, ses bottes raclant les pierres humides. « Il a dit de se retrouver derrière, » murmura-t-elle, « près du hangar. » Miss Marple la suivait d'un pas ferme, sa canne tapotant doucement, son regard scrutant les ombres grandissantes. La jeune fille avait fait preuve de courage en venant et d'une grande sollicitude. Il était clair qu'elle tenait profondément à Isaac, et sa présence ce soir n'était pas née d'une simple curiosité. Ils contournèrent le mur couvert de mousse et trouvèrent le garçon qui attendait déjà. Isaac se tenait raide sous l'avant-toit, affaissé du hangar, sa casquette à la main, les cheveux ébouriffés, le visage pâle. « Miss Marple, » dit-il, surpris. « Je ne pensais pas, » dit Ruth. « Je pensais que ce serait juste elle. Je lui ai demandé de m'amener, » répondit calmement Miss Marple. Elle pensait que vous aviez besoin de quelqu'un qui comprendrait, et peut-être de quelqu'un qui vous écouterait. Isaac détourna le regard et déglutit difficilement. « Je n'aurais rien dû dire. Je ne veux pas d'ennui. »« Personne ici ne le sait, » dit doucement Miss Marple. « Mais le silence, quand il est accablé par la peur, en engendre souvent davantage. Allons, dis-nous ce qui te tracasse. » Il hésita. « C'est à propos de M. Croupton, à propos de la veille de sa mort. » Ruth tendit la main vers son bras, et le contact sembla le stabiliser. Je livrai un colis, une boîte à chaussures, à son magasin. Il était tard, un peu plus de 19 heures. Il ne m'attendait pas. Quand je suis arrivé, la porte était entr'ouverte. J'ai frappé, mais personne n'a répondu, alors je suis entré. Sa voix se réduisit à un murmure. Il était à genoux, près du plancher. Il l'avait déjà soulevé. Il ne m'a pas vu tout de suite. Mais quelqu'un d'autre, si. « Quelqu'un d'autre » répéta Miss Marple. Isaac hocha la tête. « Matthew Crouch. » Il se tenait au fond, près de l'établi. Il observait. « Sans rien dire ?» Miss Marple fronça les sourcils. « En êtes-vous certaine ?»« Absolument. » Il ne m'a pas vu dans l'embrasure de la porte. J'ai reculé avant qu'il ne s'en rende compte. « Tu l'as dit à quelqu'un ?» Isaac baissa les yeux. « Non, j'avais peur. Mais je n'arrêtais pas d'y penser. Pourquoi Matthew était-il là? Pourquoi n'aidait-il pas son oncle si quelque chose n'allait pas? Parce que, murmura Miss Marple, peut-être avait-il déjà découvert ce que Tobias avait découvert. Isaac leva les yeux, incertain. « Tu veux dire qu'il était là, avant que le cordonnier a ouvert le plancher ?» C'est possible. Plus que possible. L'impression dans la ruelle était que quelqu'un surveillait la boutique. Et si Matthew avait eu peur du contenu de cette boîte, il aurait peut-être tenté de la récupérer ou de la détruire. Mais Tobias l'a devancé. Ruth jeta un coup d'œil à Isaac, puis à Miss Marple. « Devrions-nous prévenir la police ?»« Avec le temps, » répondit Miss Marple. « Mais la vérité, comme le thé, doit infuser jusqu'à atteindre sa force. » Le lendemain matin, Muchwood-on-Turn fut le théâtre d'une nouvelle vague de spéculations étouffées. La rumeur s'était répandue, comme toujours, que Miss Marple avait fait une visite tardive au bord de la rivière. Personne ne savait pourquoi, mais beaucoup supposaient
qu'il s'agissait de la mort d'Isaac et du cordonnier. Au Lamb & Thistle, Matthew Crouch était assis, un whisky à la main, les sourcils froncés. Lui aussi avait entendu les murmures. C'est là que Miss Marple le trouva, assis près du foyer, feuilletant distraitement le journal local, comme si le monde extérieur à ses colonnes n'existait pas. « Mademoiselle Marple, » dit-il avec un sourire forcé. « À quoi me vaut ce plaisir ?»« Une observation, » répondit-elle en s'installant sur la chaise en face de lui. « Et peut-être une question. » Il haussa un sourcil. « Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Dans la mesure du raisonnable. Tu étais dans la boutique de ton oncle la nuit avant sa mort. » Il y eut un silence. Une lueur vacillait dans son regard. De l'agacement, peut-être, ou un calcul. « Je suis passé. Oui, j'étais arrivé tôt au village, et je voulais lui faire une surprise. Et toi? Non, il n'était pas là. Je suis entré pour attendre, mais il n'est jamais venu. J'ai supposé qu'il était couché ou qu'il dînait dehors. » Miss Marple croisa les mains. « Ce n'est pas exactement ce que le jeune Isaac a vu. » Matthew serra les dents. « Ah, alors, le garçon a parlé, j'aurais dû m'y attendre. Il a dit que tu étais resté silencieux à regarder ton oncle ouvrir le plancher. Pourquoi ne l'as-tu pas aidé? » Matthew se pencha en avant, la voix durcie. « Parce que je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Je ne lui avais pas parlé depuis plus de 10 ans. Il n'a jamais répondu à mes lettres, ne m'a jamais pardonné ce qui est arrivé à ma mère. Et que s'est-il passé? Elle l'a accusé, dit Matthew sans détour, d'être responsable de la mort de Lydia. Il a dit qu'il l'avait poussée trop loin, qu'il l'avait effrayée. Il ne lui a jamais pardonné, ni à moi par extension. Alors je suis resté à l'écart. Mais quand j'ai appris qu'il était malade, je suis venu faire la paix. » Miss Marple le regarda fixement. « Et pourtant, vous l'avez regardé découvrir une boîte cachée sans rien faire. » La voix de Matthew se réduisit à un murmure glacial, parce que je soupçonnais ce qu'il pouvait contenir. Des lettres, un testament, un secret qui pourrait ruiner sa mémoire ou compliquer la mienne. « Avez-vous trafiqué la boîte? »« Non, dit-il. Mais j'en avais envie, je l'avoue. J'étais tenté quand je l'ai vu par terre le lendemain matin, mort. J'ai pensé que le destin avait peut-être réglé le problème pour moi. » Miss Marple se leva lentement. Le destin s'arrange rarement, et quand il le fait, il laisse rarement des fils de cuivre derrière lui. Les yeux de Matthew se posèrent sur elle. « Quel fil ?» Elle lui adressa un léger sourire. « Ah, alors, tu n'avais pas remarqué, un oubli révélateur. » Elle partit sans un mot de plus, laissant Matthew la regarder avec un sourcil froncé. De retour à son chalet, Miss Marple examina ses découvertes. Le puzzle convergeait, et les bords commençaient à s'aligner. Tobias Crouch avait caché dans les registres paroissiaux une boîte contenant une confession sur la mort de Lydia et un secret de famille. L'illégitimité de sa naissance, un secret honteux selon les normes du village en 1913. Ce secret, découvert par Lydia en 1934, avait provoqué son suicide. Rongé par la culpabilité, Tobias avait scellé les preuves. Aujourd'hui, des décennies plus tard, quelqu'un a essayé de déterrer ou de supprimer cette vérité à nouveau. Mathieu, poussé par l'héritage et le ressentiment, avait un mobile. Isaac, l'observateur discret, détenait le savoir. Et quelqu'un d'autre, quelqu'un de rusé, avait tenté de falsifier les preuves avant même que Tobias ne rouvre le passé. Et puis, il y avait Owen Marsh. Il s'était immiscé dans le récit avec trop d'enthousiasme, avec trop de théories spéculatives. Il avait manifesté un intérêt suspect pour les archives de la sacristie et la chronologie de la mort de Lydia. Miss Marple n'avait pas oublié son commentaire « Le vrai mystère est bien meilleur que la fiction ». Ce soir-là, elle lui rendit une nouvelle visite. « Owen, dit-elle aimablement en l'accueillant à la porte, je me demande si tu as déjà écrit un roman policier où l'auteur place lui-même les indices juste pour être au plus près du drame lorsqu'il se déroule. » Il serait dit. « Tu m'accuses ?» Pas d'accusation. Observez.
Vous êtes arrivé au village il y a des mois. Vous avez posé des questions sur les décès. Vous avez cherché les registres du presbytère et vous étiez au courant, curieusement, de la mort de Lydia. Avant. Cela a été discuté ouvertement. Sa voix tremblait. C'était dans les archives. Je suis tombé dessus. Tu es tombé exactement là où tu voulais tomber. Il la fixa du regard. Tu crois que je lui ai fait quelque chose, à Cropton? Je pense, dit doucement Miss Marple, que vous avez été attiré par la tragédie et que vous avez tenté de la façonner. Que ce soit par suggestion, manipulation ou intrusion. Vous ne l'avez peut-être pas tué de vos propres mains, Monsieur March. Mais parfois, un murmure est aussi fatal qu'une bousculade. Elle le laissa debout dans l'embrasure de la porte, pâle et secoué. Dehors, la pluie a recommencé, douce et lente. Le village de Muchwood-on-Tarn se dirigeait lentement vers la vérité. Un secret à la fois, une confrontation à la fois. Miss Marple, comme toujours, avait 3 longueurs d'avance. L'aube qui suivit fut curieusement lumineuse, comme si les nuages s'étaient dissipés en prévision d'une révélation. Pourtant, pour Muchwood-on-Tarn, la clarté restait insaisissable. Ce qui avait été une mort étrange et une boîte mystérieuse s'était transformé en une fièvre villageoise de théories, de soupçons et d'accusations murmurées. L'agent Cornish, qui avait passé une grande partie de la soirée précédente à rédiger un rapport à l'intention de Downbury, s'est retrouvé réveillé non pas par son réveil, mais par un coup urgent frappé à la porte. Debout sur la marche, trempé de rosée et respirant lourdement, se trouvait Ellie Dobb, la fille du boucher et découvreuse accidentelle du corps de M. Crouch. « J'ai vu quelqu'un », lâcha-t-elle avant même que Cornish puisse la saluer. « Hier soir près de la cordonnerie. » Cornish fronça les sourcils. « Ralentissez. Qui avez-vous vu ? » Je ne connais pas son nom, dit-elle, les yeux écarquillés. Mais il portait un long manteau et un chapeau baissé. Il essayait encore d'ouvrir la porte. Je l'ai vu par la vitrine de la boulangerie. Il était tard, presque minuit. Il avait l'air de savoir ce qu'il faisait. Cornish était maintenant sur ses gardes. Est-il entré? Non. Je crois qu'il a entendu quelque chose, peut-être moi, et il s'est enfui. Mais il était regardé pour quelque chose. Cornish la remercia rapidement et se dirigea vers la boutique, ses bottes soulevant la buée de l'herbe. À son arrivée, il ne vit rien au premier abord. La serrure était intacte. Mais en contournant le bâtiment, il marqua une pause. La lunette arrière, auparavant fermée par un volet en bois, était désormais ouverte, la charnière étant desserrée. Il entra prudemment par la porte d'entrée, une torche à la main. À l'intérieur, il ne lui fallut qu'un instant pour constater ce qui avait changé. La sacoche que Miss Marple avait découverte, celle contenant la photographie, les lunettes et la lettre scellée, avait disparu. Cornish marmonna un juron et tourna les talons. Il devait parler à Miss Marple, et vite. Miss Marple, par hasard, était déjà réveillée. Elle était assise près du feu, son tricot sur les genoux et un mot sur la table à côté d'elle. Il avait été glissé dans sa boîte aux lettres au petit matin, sans signature, sans fioriture, et composé de seulement 3 mots. « Laissez-le reposer ». Elle l'étudia calmement tandis que Cornish frappait à sa porte. « Je crois que nous avons eu un visiteur », dit-elle avant même qu'il ne parle. Il cligna des yeux. « Comment as-tu… » Elle fit un geste vers le mot. Un avertissement poli, quoique légèrement maladroit dans son économie. Cornish entra et lui parla du sac manquant. « Il ne contenait aucune preuve tangible », a-t-il déclaré. « Mais si quelqu'un s'est donné la peine de le voler, cela aurait peut-être eu plus de sens que nous ne le pensions. » Le regard de Miss Marple s'éloigna. « Les gens ne craignent pas les choses vaines, sergent. Ils craignent ceux dont on pourrait se souvenir. »« Et vous avez reçu des menaces? Une suggestion, au mieux. Mais on l'envoie rarement, sauf si… que la personne se croit surveillée. » Cornish soupira. « C'est bien plus qu'une simple question d'héritage. Pensez-vous toujours que Matthew Crouch est notre meilleure piste? Je pense que Mathieu sait. »« Quelque chose, » dit-elle lentement, « mais je suis moins convaincu qu'il comprenne ce qu'il sait. » Cornish hésita.
Et alors? Miss Marple se leva et attrapa sa canne. « Venez, sergent, je crois qu'il est temps de reparler à Ruth. » Ils trouvèrent Ruth en train d'essuyer les tables du salon de thé Redfern, le visage pâle de fatigue. Elle sursauta en voyant l'agent, mais se détendit un peu à la vue de Miss Marple. « Vous avez dit qu'Isaac avait laissé un mot, » commença doucement Miss Marple. « Avez-vous eu de ses nouvelles depuis ?» Ruth se mordit la lèvre. « Non, pas depuis qu'on l'a vu au moulin, mais... » Elle marqua une pause. « Il m'a dit avoir vu Monsieur Marsh près de la porte arrière du cordonnier. Pas une seule fois, 2 fois, y compris la veille de la fête. » Cornish se raidit. « C'est la première fois que j'entends ça. Il m'a fait promettre de ne rien dire, mais je crois qu'il a peur de quelque chose. » La voix de Miss Marple était douce. « Owen March vous a-t-il parlé récemment ?»« Il est passé il y a 2 jours, » admit Ruth. « Il m'a dit qu'il écrivait un livre et voulait savoir si... J'avais remarqué quelque chose d'inhabituel chez Monsieur Crouch dans ces derniers jours. Il a dit qu'il créait une ambiance. Mais il a insisté sur certains points, comme si le cordonnier avait des ennemis ou s'il recevait des lettres. » Miss Marple hocha la tête. « A-t-il parlé de la rivière ?» Ruth cligna des yeux. « Oui, en fait, il disait que ça extorquait la vérité aux gens. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. » Miss Marple se leva lentement. « Oui, et je pense qu'il est temps que nous lui rendions visite, une dernière fois. » Ils trouvèrent Owen Marsh dans son cottage, assis à son bureau, griffonnant furieusement dans un carnet. Il leva les yeux à leur entrée, la surprise se muant rapidement en méfiance. « Mademoiselle Marple. »« Sergent. » Quelle entrée spectaculaire. Cornish croisa les bras. « Monsieur March, nous aimerions savoir où vous étiez hier soir. »« J'étais là, » répondit-il froidement. « J'écrivais. »« Seul ?»« Seul. » Miss Marple s'approcha du rebord de la fenêtre où reposait une pile de pages mal reliées. Elle souleva celle du dessus, une première ébauche de roman. Le titre disait « La vérité du cordonnier ». Un nom imaginatif, dit-elle d'un ton léger. « J'aime rester proche de l'inspiration. » Dit-il trop vite. Miss Marple croisa son regard. « Si près que tu as mis ça en scène. » Son sourire s'évanouit. « Que proposes-tu ? Vous avez cambriolé la cordonnerie, » dit Cornish sans détour. « Nous avons un témoin, et une lettre a été volée. Cela constitue une obstruction, au mieux. » Marsh se leva. « Tu n'as aucune preuve. » Miss Marple s'approcha. « Mais nous avons un mobile. Vous êtes venu dans ce village non pas pour la paix, mais pour des raisons matérielles. Vous vous êtes immiscé dans les affaires, vous avez chuchoté. Au jeune Isaac posait trop de questions. Et vous avez découvert l'histoire de Lydia Vale. Vous saviez que Tobias Crouch était la clé pour la débloquer. Et à sa mort, vous avez vu une opportunité. » Son visage était pâle maintenant. Miss Marple poursuivit. « Vous avez semé le doute. Vous avez alimenté les rumeurs. Vous avez peut-être même suivi Tobias cette nuit-là. Vous vouliez peut-être juste regarder. Mais ce dont vous avez été témoin vous a terrifié, car si Tobias révélait la vérité, ton histoire serait ruinée. Alors vous avez essayé de l'effacer. Vous avez volé la sacoche, effacé les preuves, tout cela pour préserver votre mystère. » Les mains de Marsh tremblaient. « Je ne l'ai jamais touché, je n'ai jamais... » « Non, » dit Miss Marple, « mais vous l'avez effrayé, peut-être par des menaces, ou par des menaces de danger. Et lui, le cœur faible, a succombé à sa propre peur. » Cornish s'avança. « Nous allons vous emmener pour un interrogatoire plus approfondi, Monsieur March. » March s'assit lentement, démoralisé. « Je voulais juste écrire quelque chose de vrai, quelque chose que les gens pourraient lire. » Miss Marple le regarda avec une tristesse discrète. « Ce n'est pas à vous de fabriquer la vérité, monsieur March. Et les vraies histoires, celles qui valent la peine d'être racontées, n'ont pas besoin d'être embellies. Il suffit de les voir. » Ce soir-là, alors que le crépuscule s'épaississait sur le village, Miss Marple retourna dans son salon. La pluie s'était arrêtée et l'air était chaud, imprégné du parfum de la terre fraîchement retournée et de la glycine. Des questions restaient sans réponse. Le contenu de la lettre restait secret.
La vérité sur les derniers instants de Lydia serait à jamais teintée d'émotion, de honte et d'amour. Mais Miss Marple avait vu l'essentiel, le motif derrière ces personnes. Elle regarda vers la fenêtre où les lumières du village vacillaient doucement. Certaines énigmes étaient censées être résolues, d'autres, comme le cœur humain, ne pouvaient qu'être compris. Le lendemain matin, doux et doré, le genre de matin qui donne une illusion de paix même aux âmes les plus perturbées. Pourtant, à Muchwood-on-Tarn, le calme apparent du village contrastait de plus en plus avec la tension sourde qui régnait dans ces rues. Bien qu'Owen Marsh ait été emmené à Downbury pour un interrogatoire plus approfondi, rares étaient ceux qui croyaient que l'histoire était close. Miss Marple, cependant, savait que l'histoire n'était pas terminée, pas entièrement, car trop de morceaux flottaient encore incomplets. La sacoche volée n'a pas été retrouvée. Isaac, toujours secoué, était resté hors de vue, et un détail simple mais tenace, tournait sans cesse dans l'esprit, de Miss Marple comme un bouton détaché sur un cardigan. La lettre, oui, c'était important. Mais Tobias Crouch avait vécu près de 40 ans après la mort de Lydia Vale. Il s'était accroché à la culpabilité, certes, mais pourquoi récupérer la boîte, maintenant? Cette question, ce timing, la hantait. Elle était assise dans son salon, la fenêtre ouverte sur le jardin, et regardait un rouge-gorge battre des ailes dans une flaque d'eau. Son tricot, intact, reposait sur la table à côté d'elle. Et puis, alors que l'horloge sonnait 11 heures, elle prit sa décision. Il était temps de faire un test final. Pas une confrontation ou une révélation, mais de la psychologie. Elle a commencé avec Isaac. Le retrouver ne fut pas difficile. Il avait pris l'habitude de se promener dans le cimetière lorsque le village était calme. Miss Marple le retrouva là, cet après-midi-là, assis à l'ombre d'un châtaignier, contemplant les pierres tombales couvertes de mousse. « Tu me rappelles, mon neveu » dit-elle en le rejoignant sur le banc. Isaac parut surpris. Vraiment silencieux. Réfléchi. Enclin à en voir plus que ce que tu dis. Mais ce que tu dis compte. Surtout quand c'est honnête. Il fit un léger signe de tête. « J'aimerais te demander quelque chose. Sais-tu où est la sacoche ?» Il la regarda, les lèvres entr'ouvertes, mais ne parla pas. « Isaac, je ne te pose pas la question comme le ferait la police. Je te la pose en tant que quelqu'un qui sait combien il peut être difficile de décider ce qui est juste quand les gens autour de toi se cachent. Je pense que tu en as vu plus que tu n'en as dit à personne. Et je pense que tu as pris la sacoche, non pas pour cacher la vérité, mais pour protéger il. Il hésita puis s'interrompit. « Oui, je l'ai fait. Pourquoi ? Je l'ai trouvée après le départ de la police, dit-il. J'y suis retourné. Je ne sais pas pourquoi, j'avais juste l'impression que quelque chose clochait. Elle était là, toujours dans le placard. Je ne savais pas ce que c'était au début, mais quand j'ai lu la lettre, il détourna le regard. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre la lise, ni M. Marsh ni Matthew. C'était privé. Elle appartenait à M. Crouch et à elle. Miss Marple posa une main sur la sienne. « Où est-il maintenant ?»« Dans mon casier à la poste, » dit-il doucement. « Je l'ai fermé à clé et je n'en ai parlé à personne. Tu as fait preuve de courage, Isaac. Non pas parce que tu l'as caché, mais parce que tu as agi par conscience et non par peur. » Elle se leva. « Venez. Il faut le rendre à quelqu'un qui le traitera avec la dignité qu'il mérite. » Ce soir-là, la lettre avait été rendue à l'agent Cornish, qui, après l'avoir lue avec sérieux, accepta de ne pas la divulguer publiquement. Il s'agissait, comme Miss Marple l'avait toujours soupçonné, non pas d'un aveu de crime, mais d'un aveu de chagrin. Mais son épreuve finale n'avait pas encore commencé. Malgré toutes les couches décortiquées, il restait une dernière personne qui avait échappé à l'évaluation complète de Miss Marple, Matthew Croupton, et la seule façon de savoir si ses motivations étaient vraiment bénignes était de le regarder son. Elle l'a invité à prendre le thé. Ils étaient assis dans son jardin tandis que le soleil couchant se couchait sur la cime des arbres, des tasses de ceylan
et une assiette de gâteau aux graines entre eux. « Je dois vous remercier, » dit Matthew en remuant son thé. « Le village a été d'une gentillesse inhabituelle compte tenu de la situation. »« Nous sommes un peuple indulgent, » dit Miss Marple en souriant, « mais nous privilégions l'honnêteté. » Il rit doucement. « Je suppose que je n'ai pas fait très bonne impression. Je suis arrivé comme un vautour après le décès d'oncle Tobias. Il est facile de se tromper, a-t-elle admis, surtout quand il s'agit d'argent ou de honte. » Les yeux de Matthew clignèrent. « Tu crois que j'ai honte? Je pense que ta mère l'était. » Silence. « C'était vrai, » dit-il finalement. « Je n'ai jamais compris. Elle détestait cet endroit. Elle disait qu'il était maudit. Je n'ai jamais compris ce qu'elle voulait dire, jusqu'à ce que je lise la lettre. » La main de Miss Marple s'arrêta sur sa soucoupe. « Tu l'as lu ?» Il esquissa un léger sourire. « J'ai trouvé la sacoche avant Isaac. J'ai pris la lettre. Je l'ai lue. Puis, je l'ai remise. Je n'ai pas pu me résoudre à la détruire. Mais je savais que cela lui gâcherait la mémoire. Et pourtant, dit-elle en posant doucement sa tasse, tu n'en as jamais parlé à personne. Je ne faisais confiance à personne d'autre pour le comprendre. Non, dit doucement Miss Marple, tu n'avais pas confiance en toi pour ne pas l'utiliser. Matthew resta immobile. Voyez-vous, poursuivit-elle, vous n'êtes pas un mauvais homme, mais vous êtes ambitieux. Et un homme ambitieux peut être tenté, même par le silence, surtout par lui. Il se leva, soudain mal à l'aise. Pourquoi m'as-tu invité ici? Pour voir ce que tu dirais quand tu penserais que le danger était passé. Matthew ouvrit la bouche puis la referma. Ses épaules s'affaissèrent. Je ne voulais pas être cruel, dit-il, mais je voulais quelque chose de cet endroit, n'importe quoi. Ma mère ne m'a laissé que de l'amertume. Je me suis dit que si je pouvais au moins contrôler la façon dont les gens rappelaient Tobias, tu pourrais réécrire ton propre héritage, conclut Miss Marple. Il la regarda, impuissant. C'est si mal. Elle le regarda avec des yeux clairs comme du verre poli. Pas mal, juste dangereux. Cette nuit-là, alors que Matthew faisait ses bagages et se préparait à retourner à Londres, le village respirait mieux. Aucune accusation ne serait portée contre lui. Il n'y avait aucune preuve d'acte répréhensible. Et pourtant, le consensus tacite était qu'il était préférable pour tous qu'il parte. Owen Marsh avait lui aussi accepté de partir discrètement. Les autorités n'avaient trouvé aucune preuve d'ingérence criminelle, mais les douces révélations de Miss Marple avaient fait ce qu'aucun tribunal n'aurait pu faire, révéler ses manipulations à ceux-là même qu'il espérait impressionner. Dans les jours calmes qui suivirent, Miss Marple reprit ses promenades dans les allées du jardin, ses soirées au coin du feu, son tricot s'activant à nouveau sans distraction. Le passé avait parlé, le plancher avait été soulevé, la boîte avait été ouverte, pas seulement la boîte littérale, mais la boîte dans chacune d'elles, celle qui contenait les regrets, les secrets et le poids de la tristesse humaine. Et maintenant, le test final étant terminé, il ne restait plus que le silence. Le village de Mushwood-sur-Tarn s'est peu à peu calmé, telle une farine tamisée. La tempête était passée, non pas celle du temps, mais celle des secrets. Et pourtant, de même qu'il serait sage de ne pas juger un dessert avant qu'il ne soit refroidi, Miss Marple savait que l'affaire n'était pas tout à fait terminée. Le monde, disait-elle souvent, ne changeait pas par le scandale, mais par la façon dont on le comprenait. Et la compréhension finale restait à venir. Elle avait passé ses derniers jours tranquillement, à tricoter au coin du feu, à échanger de petites plaisanteries avec ceux qui passaient devant sa porte, et à observer, toujours à observer. Les pièces du puzzle étaient désormais en place. Les faits avaient été rassemblés, les secrets révélés. Mais comme les pièces d'un puzzle, il fallait les arranger soigneusement et correctement, jusqu'à ce que le tableau complet émerge. Et donc, lorsque l'agent Cornish a frappé à sa porte jeudi matin, avec une expression officielle et, un carnet à la main, Miss Marple l'a invité à entrer avec la confiance sereine de quelqu'un qui avait déjà mis la table pour la vérité. « Je crois que nous sommes prêts, sergent, » dit-elle,
Il ne reste plus qu'à lui donner un nom. Cornish cligna des yeux. Quel nom? Miss Marple remuait doucement son thé. Le mobile, la main, la vérité sur la mort de Tobias Crouch, et tout ce qui l'a précédé. Ils étaient assis ensemble dans le salon, tandis que Miss Marple commençait son résumé calme et précis. Voyez-vous, l'erreur que nous avons tous commise a été de penser qu'il s'agissait de Lydia Vale, dit-elle en posant délicatement sa tasse sur sa soucoupe. Que sa mort, son secret, son chagrin était l'événement central. Mais il ne s'agissait absolument pas de Lydia. Cornish fronça les sourcils. Ce n'était pas le cas? Non. L'histoire de Lydia a été le déclencheur, pas la cause. Elle attrapa un dossier sur la table d'appoint et le lui tendit. À l'intérieur se trouvaient 2 objets. Un acte de baptême décoloré datant de 1913, un duplicata récupéré avec l'aide des archives diocésaines, et une deuxième, lettre récente envoyée par la poste, adressée non pas à Tobias Crouch, mais à Miss Marple elle-même. La signature était indubitable. Ruth Elkin. Les yeux de Cornish s'écarquillèrent. Ruth? Oui, dit Miss Marple. Voyez-vous, Ruth n'est pas seulement serveuse au Redfern. Elle est aussi, discrètement et sans fanfare, la nièce de Lydia Vale. Sa mère, la sœur cadette de Lydia, a été envoyée vivre chez des proches dans le Derbyshire après la tragédie. On ne parlait de Lydia qu'à voix basse, mais Ruth est venue à Muchwood après la mort de sa mère. Elle voulait connaître la vérité de sa tante. Cornish expira. Et elle n'a pas dit un mot. Elle n'avait jamais eu l'intention d'intervenir, dit Miss Marple. Mais elle observait, écoutait, et comme moi, elle remarquait quand M. March commençait à poser les mauvaises questions. Elle s'est confiée à moi après la confession d'Isaac et m'a apporté cet acte de baptême. Elle l'a trouvé dans un vieux coffret familial. Il confirme ce que la lettre de Tobias laissait entendre. Lydia était bien la fille illégitime de Jonathan Vale, mais aussi de la femme de chambre, et non de sa femme. Ce qui explique pourquoi on ne le lui a jamais dit. En effet. Et pourquoi, en le découvrant en 1934, elle fut anéantie. Non seulement par la honte, mais aussi par la trahison. Tout le monde lui avait menti. Son père, son fiancé et même le vicaire. Cornish leva les yeux. Alors Tobias savait? Il l'a fait, et il a essayé de la protéger, mais maladroitement. En l'encourageant à garder le silence, il a involontairement contribué à son désespoir. Le regard de Miss Marple se tourna vers la fenêtre, mais il ne s'agissait pas de Lydia. Pas vraiment. La véritable histoire, sergent, est celle d'un homme qui a vu une femme mourir, puis a caché la vérité pendant des décennies, pour finalement réaliser, trop tard, que la vérité ne reste jamais enterrée. Cornish fronça les sourcils. Alors qu'est-ce qui l'a tué? Pas un meurtre, sûrement. Non, dit doucement Miss Marple, mais provocation. Elle se leva, alla jusqu'à son buffet et en sortit une petite enveloppe. Je crois que c'était le déclencheur. À l'intérieur se trouvait une note dactylographiée, non signée, anonyme, mais effrayante par sa précision. Nous savons tous les deux ce que tu as fait. Le seul s'en souvient. Bientôt tout le monde s'en souviendra. Tobias a reçu ce document le matin de la fête, expliqua Miss Marple. Ruth l'a trouvé caché dans les pages de son registre de réparation. Cet après-midi-là, il a soulevé la lame du plancher. Il avait peur, non pas de se sentir coupable, mais d'être démasqué. Il craignait que les rumeurs ne reviennent, que le village ne le soupçonne à nouveau. Et ça l'a tué. Miss Marple hocha la tête. Son cœur lâcha. Mais quelqu'un a glissé ce mot. Quelqu'un recherchait pour l'effrayer. Cornish plissa les yeux. Qui? Miss Marple le regarda calmement. Qui avait le plus à gagner à raviver de vieux soupçons? Qui avait besoin de drame, de conflit, d'un dénouement à son histoire? La réponse restait en suspens. Owen March, dit lentement. Cornish? Oui, répondit Miss Marple. Il n'avait pas l'intention de tuer Tobias, mais il a fait il voulait faire pression sur lui pour envenimer le drame. Il a glissé le mot espérant que Tobias agirait précipitamment, et quand le vieil homme est mort,
Eh bien, ça lui a donné l'histoire parfaite, non? Cornish jura dans sa barbe. Ce diable suffisant. Il n'avait pas entièrement tort. Sur un point, ajouta Miss Marple. La vérité est mieux que la fiction, mais la vérité doit être manipulée avec douceur. On ne peut pas la pousser comme une bête en cage. Elle retourna à sa place. Quant aux autres, Matthew, Isaac, Ruth, ils portaient chacun une pièce du puzzle, mais aucun d'eux n'a refermé le couvercle. Cornish referma lentement le dossier. Et maintenant, Owen sera poursuivi pour obstruction et ingérence malveillante, même s'il sera difficile de prouver l'intention réelle. Mais l'histoire, la véritable histoire, ne lui appartient plus. Ce soir-là, Miss Marple assista aux modestes funérailles de Tobias Crouch. Les bancs étaient peu remplis. Quelques voisins, le vicaire et Ruth assises au fond. Matthew, Crouch n'était pas présent. La cérémonie fut silencieuse, l'éloge funèbre bref. Aucun grand discours n'a été prononcé. Mais lorsque le dernier hymne fut chanté et que le cercueil fut déposé dans le sol, Miss Marple s'avança et déposa une petite paire de formes à chaussures au bord de la tombe. Sculptée à la main. Poli et lisse, l'héritage d'un artisan. Il réparait les semelles, murmura-t-elle, mais il portait lui aussi des blessures. Ruth s'approcha d'elle, les yeux brillants. « Merci, murmura-t-elle, d'avoir découvert la vérité. » Miss Marple lui serra doucement la main. « La vérité n'a jamais vraiment été perdue, » a-t-elle dit. Elle attendait juste, comme une lame de parquet usée, d'être soulevée. Ce soir-là, Muchwood-on-Tarn reprit lentement le cours normal de sa vie. La cordonnerie resta fermée, mais un petit bouquet apparut sur le pas de la porte, anonyme, à l'exception d'un mot glissé entre les tiges, pour l'homme qui a compris que les chaussures portent des histoires, et que les gens aussi. Miss Marple était assise dans son salon tandis que l'horloge tic-taquait doucement. Dehors, les rues étaient redevenues calmes, mais à l'intérieur, dans les cœurs, dans les souvenirs, dans les vieilles lettres et les registres poussiéreux, l'histoire a continué à vivre. Et Miss Marple, gardienne de l'indicible, avait une fois de plus démontré qu'aucun crime, même dissimulé dans le temps, n'est hors de portée d'un esprit vif et d'un cœur bienveillant. Les funérailles terminées, la vérité dite et les ombres dissipées, Muchwood-on-Tarn entamait son lent retour à ce que les villageois appelaient affectueusement la normalité, car même si, en vérité, rien n'était jamais tout à fait comme avant, après un décès, et certainement pas après un mystère. La routine reprit, certes, mais sous les haies taillées et les perrons balayés, le village s'enorgueillissait d'un calme nouveau, comme le silence qui suit un orage. La boutique de Tobias Crouch restait fermée, son enseigne tordue oscillant faiblement au vent. Quelques passants curieux s'arrêtaient encore pour jeter un œil à travers la vitrine crasseuse, mais de moins en moins nombreux chaque jour. Les outils du cordonnier avaient été catalogués et envoyés à Matthew Crouch, qui, sur les encouragements discrets de Miss Marple, avait choisi de ne pas les vendre, mais d'en faire don au musée de l'artisanat rural de Downbury. Une petite plaque serait apposée indiquant « Tobias Crouch, cordonnier de Muchwood », un artisan discret avec une histoire sous chaque semelle. Matthew lui-même était rentré à Londres. La lettre laissée par Tobias, celle déterrée dans la boîte cachée, l'avait bouleversé plus qu'il ne voulait l'admettre. Il avait parlé à Miss Marple avant de partir discrètement, presque comme s'il se confessait au village lui-même. « Je suis venu pour un héritage », avait-il dit. « Mais j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. La grâce. De la part d'un vieil homme que je n'ai jamais vraiment connu. » Miss Marple avait hoché la tête. « Vous avez trouvé mieux que l'héritage, monsieur Crouch. Vous avez trouvé la compréhension. Rares sont ceux qui ont cette chance dans cette vie. » Il était parti sans plus de mots, glissant hors du village comme un pas sur la pierre mouillée. Le départ d'Owen Marsh fut moins digne, bien qu'il n'ait pas été formellement inculpé d'un autre crime que celui d'entrave et d'entrée illégale. Sa réputation était profondément entachée. Il quitta les écuries aménagées à l'aube, sa valise rebondissant maladroitement sur le chemin, tandis qu'il tentait d'appeler un camion de lait.
personne n'est venu le saluer. Son manuscrit final, La vérité du cordonnier, ne serait jamais publié. Miss Marple trouva plus tard le brouillon abandonné derrière le salon de thé. Elle le ramassa, en lissa les pages et le déposa discrètement dans son foyer. Certaines histoires, pensait-elle, méritèrent d'être réduites en cendres. Isaac retourna travailler à la poste. Bien que plus calme qu'avant, il se tenait un peu plus droit. Il avait affronté ce que peu de jeunes hommes affrontent, la vérité, le chagrin et le poids du secret, et il s'en était sorti avec une intégrité intacte. Il lui arrivait encore de parcourir le sentier qui longeait la rivière, non plus avec culpabilité, mais avec réflexion. Ruth l'accompagnait parfois. Ils ne parlaient pas beaucoup lors de ces promenades. Ils n'en avaient pas besoin. Miss Marple les observa une fois depuis son jardin et sourit doucement pour elle-même. Certains mystères n'ont pas besoin d'être résolus, pensa-t-elle. D'autres ont simplement besoin de temps pour s'épanouir. Au presbytère, le révérend Pottle célébra une brève cérémonie le dimanche suivant, réfléchissant à la nature des secrets et au courage discret de ceux qui les gardent. Il ne mentionna pas le nom de Tobias Crouch, ni celui de Lydia Vale. Il n'en avait pas besoin. Le village était au courant. Les bancs étaient remplis ce matin-là, ce qui était inhabituel. Des fidèles, qui n'avaient pas franchi les portes de l'église depuis des mois, étaient assis bien droits, chapeau sur les genoux, les sourcils froncés se remémorant silencieusement. Après cela, ils s'attardèrent plus longtemps que d'habitude, parlant à voix basse, moins de scandales que de souvenirs. Madame Templeton, pour sa part, avoua à mademoiselle Hartley avoir pris autrefois la gentillesse de Tobias pour de la réserve. « Il réparait les bottes de mon défunt mari », murmura-t-elle. « Il ne m'a jamais demandé un centime, je ne l'ai jamais remercié comme il se doit. » Miss Hartley, pour sa part, s'était davantage préoccupée de ses roses que du comportement de Tobias, mais même elle semblait réservée. « Nous pensons toujours connaître les gens, » dit-elle à Miss Marple cet après-midi-là, « mais c'est souvent ce que nous ne le faites pas savoir ce qui les définit. »« Tout à fait, » acquiesça Miss Marple. « Les chaussures qu'ils portent ne racontent qu'une partie de l'histoire. Ce sont celles qu'ils ont rangées au fond de leur armoire qui parlent le plus fort si l'on sait écouter. La fête du village, qui s'était terminée si brutalement, ne fut pas reprogrammée mais remplacée par quelque chose de mieux. Mademoiselle Hartley suggéra une réunion tranquille dans le jardin. Pas de prix, pas de musique, juste du thé et des histoires partagées. Elle eut lieu sur la pelouse, sous les saules ondulants, où les villageois apportèrent sandwich et génoises et parlèrent, non pas à voix basse, mais avec une voix chaleureuse. Miss Marple était assise sous le plus grand arbre, son tricot à la main tandis qu'Isaac lui apportait une tasse de thé et que Ruth lui offrait une tranche de biscuit Victoria. « J'ai entendu dire que vous avez rangé la sacristie. » se dit Miss Marple en jetant un regard entendu à Ruth. « Je réorganise les archives, » répondit Ruth. « Une page à la fois. »« Bien, les disques sont importants, même ceux qui font mal, surtout ceux qui font mal. » Ruth hocha la tête. « Je loge à Muchwood, tu sais. J'ai trouvé une chambre au-dessus du salon de thé. Je suis très heureux de l'entendre. Et Isaac va m'aider à numériser les archives. Il est doué avec les machines. » Isaac rougit et regarda ses chaussures. Miss Marple les regarda tous les deux et leur adressa un sourire très léger et très satisfait. « Toute bonne histoire. » A-t-elle dit, a besoin d'un deuxième chapitre. Ce soir-là, alors que le crépuscule déployait ses ailes violettes pâles sur le village, Miss Marple rentra chez elle et alluma une seule lampe dans son salon. Elle s'approcha de la cheminée où reposait un petit journal relié en cuir. C'était le sien, pas un journal intime précisément, mais un recueil d'observations, des schémas comme elle les appelait, des choses que les gens disaient sans vouloir rien révéler, des choses qu'ils portaient pour ne pas être remarqués. Des silences plus éloquents que des cris, elle se tourna vers une page blanche et écrivit, de son écriture élégante et bouclée, « Muchwood on Tharn,
L'affaire Crouch Keynote. Les secrets sont comme des semelles. Ils s'usent en silence. Et ceux qui sont les moins enclins à parler sont souvent ceux qui voient le plus. Elle a remis son stylo et a regardé par la fenêtre. L'enseigne au-dessus de la cordonnerie ne flottait plus. Le vent s'était enfin calmé, et la rue, à l'extérieur, était silencieuse, baignée par le clair de lune. Mais Miss Marple savait que la vie ne restait jamais tranquille très longtemps. Et quand il remuerait à nouveau, quand un murmure s'élèverait, ou qu'un regard s'attarderait trop longtemps, elle serait prête. Pas par la force, pas avec fureur, mais avec la persévérance douce et indomptable de quelqu'un qui comprenait la nature humaine, qui a écouté, qui s'en souvenait, qui a remarqué, et qui par-dessus tout savait reconnaître la vérité quand elle l'entendait, même quand elle arrivait, des décennies plus tard, sous le parquet d'un cordonnier.